Tu peux venir sur ce siège étonnant. Qui n'est pas très très stable. Je ne sais pas si tu as remarqué, ça bouge un petit peu comme ça. C'est voulu. C'est parce qu'on a remarqué qu'en fait, il y avait un déséquilibre hypnotique. Et c'est bien d'être là, non? Ah oui, très bien. Oui, c'est plutôt agréable. Ils ont l'air plutôt sympas, non? Oui. Alors, tu ne verras pas, mais parfois, pendant qu'il y en a qui rentrent sous hypnose ici, il y en a d'autres qui rentrent sous hypnose dans la salle. Mais toi, tu ne le verras pas. Ok, peut-être. Peut-être. Ce serait marrant que tu rouvres un œil à un moment donné puis que tu vois quelqu'un. On va parler juste 2 minutes avant que tu rentres dans cet état-là. Tu sais, très souvent, avant de rentrer dans un état particulier de conscience, il y a souvent plein de questions qu'on se pose, des idées qu'on a, des ressentis, des impressions aussi. Et pour chacun, c'est un peu différent cet état. Il y a même plein d'états d'hypnose en fait. Tu vois, ça c'est drôle parce que ça fait partie des questions que les gens posent souvent sur l'hypnose. Ils disent, mais est-ce que l'état d'hypnose existe? Est-ce qu'on l'a trouvé? Est-ce qu'on sait le mesurer? Il y a plein d'états d'hypnose, donc on ne sait pas très bien ce qu'on mesure. En fait, on mesure bien sûr que si on accompagne quelqu'un dans une expérience comme celle-là, il se passe des choses un petit peu étonnantes, mais il ne se passe pas la même chose pour tout le monde. Et puis ça dépend aussi de l'hypnotiseur, de l'outil qu'il utilise. Il y a plein d'outils pour faire de l'hypnose. Et par exemple, ce qu'on va faire là n'est pas ce qu'on ferait avec quelqu'un d'autre. Ça dépend de plein de choses. Mais il y a peut-être autant d'états d'hypnose qu'il y a d'états de conscience, c'est-à-dire des dizaines potentiels. L'idée, c'est d'amener vers un état que tu ne connais pas. Ça, c'est une chose. Alors ça peut paraître anodin comme phrase, mais ton état normal serait peut-être un état très particulier pour toi, et inversement, parce que vous n'êtes pas les mêmes, parce que vous n'avez pas le même regard, la même façon de penser, la même imagination, le même rapport au corps, le même rapport au passé, à l'avenir, etc. C'est un truc impossible à faire, je pense, mais si on pouvait, imaginons, ce serait une expérience géniale, je te fais rentrer sous hypnose, et je ne sais pas comment on pourrait faire ça, mais je te fais imaginer que tout d'un coup, tu es une personne, et puis une autre, et puis une autre, et je te fais passer comme ça par une visite de cerveau. Je ne sais pas si on pourrait faire un truc comme ça, mais ça serait fascinant. Ça vous est jamais arrivé? Alors c'est peut-être un truc d'hypnotiseur, ça de se dire, mais comment c'est dans le cerveau de cette personne? Moi je trouve ça fascinant. De dire, mais je ne sais pas comment le cerveau de l'autre fonctionne. On a à peu près le même dans les faits, mais on n'a pas du tout la même façon de l'utiliser. Peut-être qu'il y a moi des choses qui me paraissent tout à fait normales. Mais si quelqu'un d'autre était dans ma tête, peut-être que ça le ferait mourir de rire en fait, je ne sais pas. Et inversement. Peut-être qu'il y a des choses, moi je me dirais, mais je ne savais pas qu'un être humain pouvait se faire ça, penser comme ça, imaginer comme ça serait une ouverture d'esprit fantastique. Je pense que ça serait une ouverture à l'empathie aussi qui serait assez extraordinaire. Et l'hypnose, c'est un petit peu ça aussi, c'est un état d'empathie très forte, à la fois du sujet et de l'hypnotiseur, à la fois de celui qui rentre dans l'expérience et de celui qui l'accompagne. Il y a une symbiose qui se crée un petit peu entre les deux, et il y a un partage de ressentis aussi qui se crée. Il y a souvent l'impression en fait d'avoir voyagé ensemble. On pourrait prendre la métaphore, je ne sais pas moi, si vous rentrez dans un taxi, vous dites au chauffeur, voilà, je vais aller à tel endroit. C'est un petit peu ça, une séance d'hypnose, on s'assoit à côté, on peut regarder le paysage, on peut regarder par où on passe, on peut fermer les yeux, on peut somnoler un petit peu, on peut poser des questions, on peut indiquer un itinéraire ou se laisser complètement guider. Mais on n'est pas vraiment non plus passif dans une séance d'hypnose. Je te posais la question un petit peu tout à l'heure, et ça a fait sourire un petit peu, qu'est-ce que toi tu as fait pour changer? Parce que en hypnose, on considère que c'est le sujet de l'expérience qui fait le travail. J'ai l'impression en tout cas que, et c'est parce que c'est une mauvaise compréhension, je crois, mais j'ai l'impression que parfois quand les gens vont voir un spécialiste de l'accompagnement, qu'il soit psychologue, qu'il soit autre chose, ils ont l'impression qu'ils vont s'en remettre à quelqu'un pour interférer avec leur fonctionnement et que cette personne va leur donner des solutions, des clés, mais je pense que c'est impossible d'arriver à ça dans le sens où je ne peux pas savoir ce qui se passe pour toi. Et puis je ne sais pas ce qui est bien ou pas bien pour toi. Par contre, je crois que l'hypnose et d'autres disciplines aussi peuvent permettre de mettre les gens dans un état de conscience où eux savent pour eux. Parce qu'en fait, notre inconscient nous connaît très bien. Il connaît tous les recoins de nous-mêmes qu'on ignore, qu'on a oubliés, qu'on ne veut pas voir, qui nous surprennent trop. Il y a quand même énormément de choses en nous qu'on ne connaît pas. Dans l'état d'hypnose, on se raccroche à tout ça. Puis on se rappelle peut-être qu'on est capable de ça alors qu'on avait oublié. Peut-être qu'on se rappelle de l'origine de quelque chose, peut-être qu'on se rappelle du but de quelque chose. Par exemple, une angoisse, à l'origine, ça a un but, ça a une fonction. À quoi ça sert l'angoisse, à votre avis, normalement? Ouais, à mettre en garde, ouais, ça peut être un bon signal quand même de protection. Parfois, ça pourrait être quoi d'autre? Un traumatisme. Alors là, on parlerait d'une origine potentielle, même si heureusement, toutes les angoisses n'ont pas une origine traumatique, mais c'est possible, mais ça peut être beaucoup d'autres choses. Mais à quoi ça pourrait servir surtout?
Alors une défense, une protection, une mise en garde, oui, on revient un petit peu à ça. À réagir, bien sûr. Ouais. Je vais prendre un exemple que vous connaissez plus peut-être, mais c'est celui du stress. Le stress, c'est une fonction qui est positive. C'est super utile, le stress. Dans la nature, ça sert à 3 choses. Soit à frapper, soit à courir, soit à s'immobiliser. C'est les 3 réactions normales par rapport au stress. Après, le problème, c'est que parfois, ce n'est pas très adapté quand même, dans la vie de tous les jours. J'ai un stress. Ça peut être un petit peu gênant. Même si je m'immobilise, ça peut être un petit peu gênant. Tout ça pour dire qu'en fait, à la base, il y a une fonction à nos émotions. Toutes nos émotions ont une raison d'être. Ce n'est pas là pour rien. Et la problématique, c'est que souvent, quand il y a une émotion qui ne nous va pas, on essaie de la combattre. Ce qui est un réflexe un peu guerrier, comme ça, un petit peu... Moi, je sais pas, alors là aussi, c'est peut-être parce que j'ai un regard un peu biaisé, mais il n'y a pas très longtemps, comme ça, j'avais une migraine, je me suis dit, tiens, à quoi elle peut servir? Il y a quelqu'un qui m'a dit, prends une aspirine. Je me suis dit, bah non, ça va pas, non, quelle drôle d'idée. J'ai pas envie de l'enlever artificiellement, je veux comprendre comment ça fonctionne, ce truc à l'intérieur. Et quelquefois, on s'aperçoit, on se dit, tiens, il y a un truc qui m'a peut-être un peu touché, il y a un stress qui m'a un petit peu touché. Dès qu'on a conscience de ça, je pense que vous l'avez tous vécu, ça, quand on prend conscience, hop, tiens, la douleur, elle diminue un petit peu. Je me dis, tiens, si j'avais combattu ce truc-là avec... alors, si j'avais eu un truc super important, j'avais dû avoir toutes mes ressources, peut-être que j'aurais accepté cette aspirine-là, et encore, je ne sais pas. Mais là, j'avais un petit peu de temps. À un moment donné, si mon corps me donne un signal, il ne le fait peut-être pas tout à fait par hasard. Si ça était parce que j'avais pas, je sais pas, j'avais une déshydratation, peut-être que j'aurais été content de comprendre qu'il fallait que je boive ou quelque chose comme ça, que mon corps me donne un signal que je peux comprendre, en fait. Et je pense que, comme on n'a pas une éducation qui est tournée vers ça, la plupart du temps, dès qu'on a un truc qui nous gêne, on veut le fuir, le combattre. Et qu'en général, quand on fait ça, notre inconscient, il n'est pas forcément très heureux, parce qu'il se dit, je donne un message, pourquoi on essaie de combattre mon message, quelque part? C'est une idée, je ne sais pas si c'est vrai à 100%, mais parfois, en tout cas, j'ai l'impression que notre corps essaie juste de communiquer. Et que nos émotions, particulièrement, c'est le langage de l'inconscient, l'émotion. C'est qu'est-ce qu'il me dit là? Sur quoi il attire mon attention? Qu'est-ce que je peux comprendre de ça? Alors, on va imaginer quelque chose, je ne sais pas si ça te va. Je ne t'ai pas demandé ton prénom, en fait, tu t'appelles comment? Guillaume. Guillaume. Est-ce que ça te tenterait, si tu pouvais rencontrer cette angoisse, si elle n'était plus juste une émotion, mais presque une partie de toi avec laquelle tu pouvais dialoguer? Juste pour savoir ce qu'elle pourrait te dire ou t'apprendre. Qu'est-ce que tu en penses comme idée? Oui. Pourquoi pas? Ok, allons-y. Quand on fait ça, c'est pas pour faire une bande-annonce trop précise de ce qui va se passer, mais quand on fait ça, très souvent, la partie à laquelle on s'adresse a tendance à changer un peu son identité. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais je reprends l'exemple du stress. Quand on a coup, au lieu de se dire, tiens, j'ai un stress, je ne suis pas bien, on se dit, tiens, à quoi il me sert ce stress-là? Qu'est-ce qu'il est en train de me créer? En général, c'est plus du stress tout d'un coup. Ça devient autre chose. C'est plus un truc gênant. Ça devient quelque chose d'intéressant, ça devient un signal, ça devient peut-être un rêve, ça devient une compréhension, ça devient une idée, une prise de conscience. D'un coup, ça devient autre chose, comme si c'est la nature de... Enfin, la façon dont on le ressentait, en tout cas, avait changé. Il y avait un article une fois là-dessus d'un conteur que je trouvais très très beau, où il disait que la plupart du temps, en fait, dans le conte, quand un héros affrontait le mal, enfin le méchant, le truc comme ça, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel moment le masque du méchant tombait pour qu'en fait derrière ça soit quelque chose d'intéressant, une porte ouverte, une main tendue, un obstacle qui devient constructif aussi, sur lequel on peut se poser pour comprendre quelque chose. Ce qui s'oppose à nous parfois est aussi une invitation à comprendre, à grandir, à avancer. C'était comment cet état d'hypnose quand tu l'as vécu C'était intéressant parce qu'en fait il n'y avait aucune... c'est comme s'il n'y avait plus de limite en fait. D'accord. Voilà, Ok. plus de peur, aucun... Tu te rappelles comment ça a commencé? Oui, en fait, ils nous demandaient de mettre les mains comme ça, enfin c'était un truc comme ça, et on n'arrivait plus à décoller ses mains. D'accord. Et après, les gens qui étaient assez sensibles à ça, assez réceptifs, il les a fait monter sur scène, il leur a fait faire différentes animations, on va dire. Et toi, tu as fait partie de ces gens Voilà, ouais. D'accord. Tu as fait le French Cancan ou un truc comme ça, non? Je sais plus, je sais que j'ai fait le bébé à se rouler par D'accord. terre. Ok. J'ai fait différents trucs comme ça en fait. D'accord. Là, évidemment, ça va être un petit peu différent ce qu'on va faire, mais tu sais, je pense que... Ça m'arrange. Il y a eu 2-3 personnes déçues dans la salle. Qui a dit « oh » et passe après, justement
Non, je plaisante toujours un petit peu sur l'hypnose de spectacle. Il y a des gens du coup qui croient que je n'aime pas l'hypnose de spectacle. Je trouve ça super intéressant. C'est juste que je trouve que souvent elle est un peu dégradante pour les gens qui passent. C'est seulement ça et ça donne une mauvaise image. Alors que je pense qu'on pourrait aussi faire des choses très spectaculaires mais marrantes pour les gens et intéressantes et utiles. Mais c'est comme tout. Je pense que c'est des disciplines qui sont en train d'évoluer énormément et qu'aujourd'hui il y a cette demande-là très forte d'un truc un peu cocasse, un petit peu. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est en train de tout doucement de commencer à évoluer en tout cas. Parce que je crois que les gens commencent à s'apercevoir que l'hypnose peut être un peu plus que ça. Et que ça n'empêche pas une forme spectaculaire en plus, que ça n'empêche pas une forme drôle, amusante, joyeuse, etc. Alors évidemment, c'est sûr que quelqu'un qui fait le bébé en se roulant par terre, il y a un petit côté photogénique. Tu as une photo du coup de... Non, ok, ça m'arrange. Tant mieux. C'est vrai. Ben, j'en ai une. Non, on va faire un petit test assez amusant comme ça. Tiens, je vais juste prendre ta main. Tu sais, la première force de l'hypnose, c'est l'imagination. Et il y a une chose assez étonnante, tu vois, quand on imagine qu'il y a une main qui est là et qu'il y a un fil qui est accroché à cette main. Et si je commence à tirer sur ce fil, il va se passer quelque chose qui est assez étonnant. Et la main, elle commence à monter tout doucement. Et nous, on sait que c'est un fil imaginaire, hein, pourtant. Je te demandais de fermer les yeux quelques instants. Et juste d'imaginer que, pendant le temps de cette expérience, ce bras-là va être quasiment coupé de toutes les sensations habituelles. Un peu comme s'il était à l'écart du corps. Comme si toutes les sensations habituelles du bras commençaient à partir un peu plus loin. À un moment donné, ça va donner une impression de séparation à l'intérieur qui va être assez étrange. Quand on commence à rentrer dans un état d'hypnose comme celui-là, il y a plein de choses qui se passent. Les paupières se mettent à trembler légèrement, comme ça a déjà commencé à le faire. Souvent, la tête commence à devenir un peu plus légère. Et du coup, au niveau du cou et de la tête, il y a comme des petits mouvements qui commencent à se créer. Comme l'impression qu'en commençant à rentrer dans cette expérience, le corps réagit un peu différemment comme ça.